Les États-Unis demandent l'aide à des groupes armés aux frontières de l'Iran. Ils demandent à ce que ces groupes les aident à faire tomber le pouvoir à Téhéran. Le plan consiste à faire intervenir les Kurdes dans la bataille. La Turquie et l'Irak grincent des dents déjà très fortement. Aussi, le front du combat s'élargit. Les États-Unis ont coulé un bateau iranien dans l'océan Indien. Ce qui veut dire qu'il est possible désormais de frapper les infrastructures ennemies au-delà du Moyen-Orient, donc où qu'il soit. Sur cette vidéo déclassifiée de l'armée américaine, on aperçoit un navire de guerre iranien, l'Iris Dena, avant d'être torpillé puis coulé par un sous-marin américain. L'Iran prend note. Abonnez-vous, likez et partagez. J'explique tout sur Pensez le Monde. Plusieurs fuites provenant de responsables américains et israéliens indiquent qu'un second front terrestre est envisagé. Ils envisagent d'ouvrir ça en Iran. Oui, ils veulent faire une invasion terrestre de l'Iran, donc envoyer des soldats sur le terrain pour prendre le contrôle du pays. L'idée n'est pas d'envoyer des soldats américains, c'est trop coûteux, c'est politiquement risqué, mais c'est d'utiliser les groupes kurdes iraniens basés au Kurdistan irakien. Les combattants pourraient donc traverser la frontière, créer des enclaves dans des régions kurdes d'Iran et tenter de déclencher en fait des soulèvements locaux afin de forcer Téhéran à diviser ses forces entre plusieurs fronts internes. Les groupes concernés ne sont pas les peshmerga officiels du Kurdistan irakien. Ceux-là restent officiellement neutres, ils ne veulent pas s'impliquer. Ceux que Washington et Tel Aviv ont contactés, c'est plusieurs organisations kurdes opposées à l'Iran. Le principal mouvement est KDPI, le Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, dirigé par Mustafa Hijri. Et ce groupe seul dispose d'environ 1000 à 2000 combattants. Il existe également le PJAK, le Parti pour la vie libre du Kurdistan. Ce groupe est considéré comme la branche iranienne du PKK et l'une des forces les plus expérimentées en termes de guérilla. À ces groupes s'ajoute le PAK, le Parti pour la liberté du Kurdistan, ainsi que le mouvement Komala dirigé par Abdullah Motadi. Toutes ces organisations se sont récemment regroupées dans une coalition appelée Coalition of Political Force of Iranian Kurdistan afin de coordonner leurs actions, tous ensemble. En fait, quand je l'ai dit, c'était avec le sourire parce que ça sentait la main de la CIA à tous les niveaux, même jusqu'au choix du nom de leur alliance. Ils n'exagèrent pas un peu. En tout cas, leur base principale se trouve dans le Kurdistan irakien, notamment autour d'Erbil, de Koya et de Sulaimania. Elle dispose essentiellement d'armes légères comme les fusils d'assaut et les lance-roquettes, parfois introduites clandestinement dans la région au cours des dernières années par les mêmes qui sont en train d'attaquer l'Iran aujourd'hui. La stratégie envisagée se déroulerait en deux phases. Dans ce qu'ils ont pensé, dans ce que les services américains ont pensé pour attaquer l'Iran. Ils ont donc pensé à ce que ça se déroule en deux phases. La première consiste en une campagne aérienne destinée à affaiblir les positions iraniennes le long de la frontière. Le second consiste donc à une infiltration de combattants kurdes depuis l'Iran vers les provinces iraniennes, en majorité kurdes, notamment le Kermanshah, la province du Kurdistan, tout autour de Sanataj et l'Azerbaïdjan occidental autour de Mahabat et du lac Urmia. L'objectif serait donc d'y établir des zones contrôlées par les insurgés et de provoquer un soulèvement beaucoup plus large contre le pouvoir iranien actuel. Cette opération est soutenue par une coordination américaine et israélienne. Les États-Unis pourraient fournir une couverture aérienne avec des drones et des frappes ciblées, tandis que la CIA serait chargée de l'armement et de la logistique. Le Mossad jouerait donc un rôle dans le renseignement et la coordination tactique. Donald Trump a personnellement contacté plusieurs dirigeants kurdes pour discuter de cette possibilité. Parmi eux, Mustafa Hijri du KDPI, ainsi que les dirigeants kurdes irakiens Massoud Barzani et Bafel Talabani. Les discussions auraient porté sur un éventuel soutien américain si les forces kurdes iraniennes décident de lancer une opération terrestre. La situation sur le terrain reste cependant confuse, parce que certains médias affirment que des centaines de combattants kurdes auraient déjà lancé des incursions depuis l'Irak. D'autres sources expliquent qu'aucune offensive massive n'a été confirmée. Les groupes kurdes démentent officiellement tout mouvement important et aucune preuve visuelle n'a été publiée. L'Iran a néanmoins réagi immédiatement. Dans la nuit du 4 au 5 mars, on a des frappes de drones et des missiles qui ont visé plusieurs camps kurdes situés en Irak, notamment autour d'Erbil et de Sulaimania. Téhéran affirme avoir neutralisé des tentatives d'infiltration soutenues par les États-Unis et Israël. Officiellement, la Maison-Blanche dément tout plan visant à armer les Kurdes pour provoquer une insurrection en Iran. Mais
il y a les appels téléphoniques avec Trump et les dirigeants kurdes qui ont été confirmés par cette même Maison-Blanche. Ce qui laisse donc penser que des discussions avancées sont bien en cours et non pas simplement des idées. Avant de poursuivre, si vous voulez apprendre des métiers du numérique, vous pouvez le faire sur Holacraft. Vous y trouvez des formations en animation, dessin, montage vidéo, graphisme, programmation, ma formation YouTube même et bien d'autres. Aussi, j'ai créé une chaîne YouTube secondaire pour plus de vidéos. Archives du monde. J'analyse justement les archives du monde. Les vidéos sont différentes de celles que je publie ici. Je laisse le lien du site de formation et de la chaîne YouTube en description et en commentaire épinglé. Revenons au sujet. Le Kurdistan irakien essuie lui aussi les représailles de Téhéran. Ici, à Erbil, la capitale régionale, des zones résidentielles ont été touchées par des frappes. Tout porte à croire qu'il s'agissait d'un missile. Qu'il est explosé avant de toucher le sol ou non, les maisons environnantes ont été endommagées, y compris la nôtre. Les fenêtres et les vitres ont été brisées, le bruit était assourdissant. La région abrite un consulat américain, mais aussi des bases militaires utilisées par les États-Unis, des lieux devenus les cibles de multiples attaques iraniennes. Mais cette présence des Américains n'est pas la seule explication. La région sert depuis longtemps de base à des groupes d'opposition kurdes iraniens. Et selon des médias américains, la CIA travaillerait à les armer. Objectif, permettre un soulèvement et faire tomber le régime. La Maison-Blanche dément ces affirmations, mais reconnaît des échanges avec des dirigeants kurdes, comme le confirme ce chef d'une milice kurde irakienne. Des appels téléphoniques ont eu lieu entre Trump et le président du Parti démocratique. Ce ne sont pas que des rumeurs. Nous avons préparé tous les scénarios de guerre et en ce qui concerne la situation actuelle en Iran, nous sommes prêts à intervenir et à jouer un rôle de premier plan. Souvent considérés comme l'un des plus grands peuples sans État, les Kurdes sont environ 30 millions, dont une majorité importante vit en Iran, en Irak, en Syrie et en Turquie. Ankara, membre de l'OTAN, mène depuis longtemps une guerre contre sa propre minorité kurde et a soutenu la lutte contre la faction kurde syrienne. Il est donc peu probable que le pays accepte de voir les groupes kurdes proches de sa frontière être armés par un pays allié. Même si les États-Unis et Israël envisagent d'utiliser les Kurdes contre l'Iran, une réalité complique fortement ce plan. Le mouvement kurde est profondément divisé. Déjà, on commence par là. Parce qu'il existe plusieurs partis kurdes iraniens, parfois rivaux, avec des visions politiques et idéologiques très différentes, pas juste un peu. Certains sont nationalistes, d'autres marxistes, d'autres encore simplement opposés au régime iranien sans partager le même projet politique que les autres. Cette fragmentation rend toute coordination militaire difficile et donc ça limite la possibilité même de mener une offensive organisée sur le territoire iranien. Il faut également rappeler que certaines de ces organisations ont un statut très controversé. Vous voyez de quoi je veux parler. Par exemple, le PJAK constitue l'une des principales forces militaires kurdes actives contre l'Iran. Et ce groupe a été classé organisation terroriste par le Trésor américain en 2009. Et là, voilà les gens qui nous disent qu'ils combattent le terrorisme, qui appellent les terroristes à l'aide. Veulent les financer, si ce n'est même pas déjà le cas depuis longtemps. Ce mouvement lié au PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation kurde marxiste longtemps engagée dans la lutte armée contre la Turquie. En 2025, le PKK a officiellement annoncé sa dissolution après l'appel de son leader, Abdullah Öcalan, à mettre fin aux luttes armées, parce qu'il était fatigué. Mais le PJAK a refusé de suivre cette décision et a affirmé qu'ils ne vont ni être dissous et ils ne vont pas non plus déposer les armes. Cette situation crée un problème supplémentaire pour les États-Unis et Israël. Parce que utiliser un groupe lié au PKK risque de provoquer une réaction très forte de la Turquie, qui considère très sérieusement ces organisations comme des ennemis directs à la sécurité nationale de la Turquie. Or, la Turquie est un membre important de l'OTAN et a déjà montré par le passé qu'elle n'avait aucun problème et qu'elle était prête à intervenir militairement contre les groupes kurdes opérant près de ses frontières. Donc, toute opération impliquant le PJAK pourrait provoquer des tensions avec Ankara et ouvrir un nouveau front régional. Par ailleurs, la question kurde ne pose même pas seulement un problème extérieur. Elle pose aussi des tensions au sein même de l'opposition iranienne. Parce que Reja Pavalny, le fils du dernier Shah d'Iran, celui qui soutient l'Occident, c'est une figure centrale du mouvement monarchiste iranien en exil, vu qu'il vit aux États-Unis. Il voit lui aussi d'un très mauvais œil
l'idée d'armer des groupes kurdes séparatistes. Parce que pour lui, ça représente en fait une menace pour l'intégrité territoriale de l'Iran. Les monarchistes exigent que les organisations kurdes s'engagent clairement en faveur de l'Iran unifié avant toute coopération politique. Cette position reflète un sentiment largement partagé parmi les nationalistes iraniens, y compris chez certains opposants du régime islamique. Beaucoup craignent donc que l'émergence de milices ethniques armées dans certaines régions du pays provoque une fragmentation de l'Iran. Dans ce contexte, même les Iraniens hostiles au gouvernement refusent de soutenir une opération menée par des groupes kurdes séparatistes. Un autre élément important concerne les capacités militaires réelles de ces groupes. Même en additionnant toutes les factions kurdes impliquées, on parle de quelques milliers de combattants. Face à eux se trouvent les gardiens de la révolution islamique, l'armée régulière de l'Iran et les milices basidj. Eux, ils représentent ensemble des centaines de milliers d'hommes. On envoie les Kurdes à la mort. Enfin, les mouvements d'opposition iranienne, souvent évoqués dans les discours politiques américains, n'ont en réalité que très peu d'influence à l'intérieur du pays, malgré les déclarations répétées selon lesquelles une révolution populaire pourrait éclater. Les analystes estiment très clairement que les réseaux d'opposition organisés restent faibles sur le terrain. Donc, ça rend l'idée d'un soulèvement généralisé beaucoup plus incertain et d'ailleurs, ça ne suggère aucune séparation politique de quoi que ce soit. Voilà. Donc, pendant que la situation se tend autour de l'Iran et la question des Kurdes, il y a un autre développement militaire qui est en train de montrer que le conflit s'étend en fait au-delà des frontières immédiates du Moyen-Orient. Parce que voilà un événement très marquant qui a été révélé. C'est une attaque navale américaine dans l'océan Indien. Un sous-marin d'attaque de la marine américaine a torpillé et coulé un navire de guerre iranien. Oui. Selon les informations confirmées par le Pentagone, il s'agit de la frégate iranienne Iris Dena. C'est un bâtiment de classe Mudj. Les autorités du Sri Lanka ont indiqué avoir secouru les marins iraniens après ce qui semblait être une attaque de sous-marins contre le navire. Cet épisode est particulièrement notable parce que déjà, il s'agit de la toute première attaque connue d'un sous-marin américain contre un navire de guerre de surface depuis la Seconde Guerre tribale. C'est marquant. La dernière action comparable à peu près remonte à la guerre de Malouine en 1982 lorsque le sous-marin britannique HMS Contrecorps avait coulé le croiseur argentin RARA Général Belgrano. C'est un événement rarissime, une démonstration de force des États-Unis qui a coûté la vie à des dizaines de marins iraniens et qui est le signe d'une escalade dans la guerre qui embrase le Moyen-Orient et au-delà. Sur cette vidéo déclassifiée de l'armée américaine, on aperçoit un navire de guerre iranien, l'Iris Dena, avant d'être torpillé puis coulé par un sous-marin américain. Yesterday, in the Indian Ocean, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. L'attaque s'est déroulée au large du Sri Lanka, dans l'océan Indien. L'Iris Dena et son équipage revenaient d'une mission en Inde et naviguaient dans les eaux internationales au moment de l'attaque. À son bord, des équipements militaires et environ 180 personnes. Les corps de 87 d'entre elles ont été récupérés inanimés et les recherches se poursuivaient mercredi soir pour retrouver les 61 membres d'équipage toujours portés disparus. Selon l'article 18 de la Convention de Genève, dans une guerre, le navire attaquant doit rechercher et recueillir les naufragés, les blessés et les malades et leur assurer les soins nécessaires si les circonstances le permettent. Dans le cas présent, ce sont les secours sri-lankais qui sont arrivés sur les lieux 1 heure après l'attaque. Le navire se trouvait dans la zone SAR du Sri Lanka, un espace maritime dont le pays est responsable de coordonner les secours en cas de détresse en mer. Et l'amiral Brad Cooper affirme même vouloir couler l'ensemble de la marine iranienne. Si cette vidéo de l'attaque a été rendue publique, c'est que les États-Unis veulent faire passer un message. I stand before you today with one unmistakable message about Operation Epic Fury. America is winning. Donald Trump ne veut pas que son pays s'enlise dans cette guerre, mais pour autant, il n'exclut pas l'hypothèse d'une guerre sur la durée et du déploiement de troupes au sol. Cette guerre en Iran marque un changement de cap pour ce président qui a longtemps été critique des interventions militaires de ses prédécesseurs. Selon les sondages, environ 6 Américains sur 10 désapprouvent l'attaque américaine sur l'Iran. L'attaque actuelle marque donc une escalade militaire importante dans la confrontation entre Washington et Téhéran. Parce que le fait qu'un navire iranien ait été attaqué loin de sa zone directe des combats renforce les tensions.
Pour de nombreux analystes, une telle opération pourrait légitimer des représailles iraniennes contre les intérêts américains dans d'autres régions du monde aussi. En effet, si un navire iranien peut être frappé dans l'océan Indien, l'Iran considère que les cibles américaines sont désormais légitimes au-delà du Moyen-Orient également. En parallèle, l'activation tardive du front kurde contre la campagne militaire américaine manque de planification. Il n'était pas prévu par Trump que la situation dégénère autant. Ce front proxy a donc été activé seulement après le début de la guerre afin de compenser l'absence d'options de stratégie terrestre contre l'Iran. La CIA travaille donc à armer les forces kurdes à l'intérieur du pays et à provoquer un soulèvement populaire qui va obliger l'Iran à disperser ses forces. Sauf que dans ça là, ni l'Iran ni la Turquie ne vont rester passifs à la création d'une nouvelle milice armée dans la région. Dans ce contexte, la guerre actuelle contre l'Iran semble évoluer vers un conflit beaucoup plus large et beaucoup plus complexe où plusieurs fronts indirects pourraient être activés simultanément. Entre les frappes américaines, les opérations navales, les tentatives de soulèvement interne et les rivalités régionales impliquant la Turquie et l'Irak, le conflit risque de dépasser très rapidement le cadre d'une simple confrontation entre Washington, Tel Aviv et Téhéran. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve rapidement pour une prochaine.